parti d'un constat simple. Les équipes IT ont souvent mauvaise presse auprès des devs. Que faire pour y remédier? Il vient de Suisse, où il est ingénieur système Linux au sein du groupe Kudelski. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Olivier Moras. Alors bonjour, pour ceux qui ne seraient pas suisses dans la salle, je vais d'abord vous présenter un petit peu le groupe Kudelski. Le groupe Kudelski est un leader mondial de la sécurité numérique et du contrôle d'accès. Trois grands pôles d'activité au sein du groupe, la cybersécurité, le contrôle d'accès public. Je pense que si vous allez au ski cet hiver, vous allez sûrement utiliser nos technologies pour les remontées mécaniques. Et le contrôle d'accès de la télévision payante. Si je vous parle de Canal+, Canal Satellite, SFR ou Numéricable, je pense que ça vous parle tout de suite beaucoup. On a une infrastructure mondiale d'environ 2000 serveurs répartis sur une vingtaine de filiales à travers le monde. Pour ma part, je travaille plutôt au niveau du corporate group. On a 1200 serveurs répartis sur une dizaine de sites à travers le monde. Donc voilà pour la présentation. Je pense que si vous travaillez dans une société d'une certaine taille, on va dire de moyenne à grande, vous avez très sûrement un service IT dédié, et en règle générale, ce service a mauvaise réputation. En règle générale, c'est plutôt mérité, c'est à cause d'eux que vous devez utiliser cet infâme intranet que vous avez, c'est à cause d'eux que vous avez toujours ces spams dans vos boîtes mail. Globalement, chaque fois que vous avez eu affaire à eux pour un de vos projets, ça ne s'est pas bien passé. Ils n'ont pas de valeur ajoutée, pas ou peu de monitoring. D'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois, c'est vous qui l'avez fait sur une workstation sur votre bureau. Et surtout, aucune consistance. En fait, si vous étiez débrouillé tout seul avec un serveur dédié chez OVH ou une instance EC2 chez Amazon, ça n'aurait pas été pire. Ça aurait même été mieux, vous n'auriez pas attendu 3 semaines pour avoir vos ressources. Quand j'ai rejoint l'équipe système infrastructure du groupe Kudelski début 2010, clairement le service IT était dans cet état. Pas de documentation digne de ce nom, pas de monitoring et surtout aucune automatisation. Je me souviens, après un mois en poste, j'avais besoin de nouveaux serveurs, j'ai proposé à un de mes collègues de l'infrastructure de l'aider, tout simplement. Je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de ces serveurs, est-ce que tu peux me donner la procédure? Il m'a dit, écoute, pas de souci. Il m'a amené 5 pages recto-verso de commandes manuelles à taper. Alors, tout de suite, 2 choses me sont venues à l'esprit. Tu rigoles? Et sérieusement, comment vous faites quand vous avez 10 machines à préparer en même temps? Alors, en 2010, on parlait déjà de DevOps. Effectivement, les Ops se doivent d'avoir des compétences en développement parce que l'automatisation passe par le développement, mais c'était déjà vrai avant. C'était déjà vrai avant qu'on parle de DevOps. Pour rappel, le motto du sysadmin, c'est qu'un bon sysadmin est un sysadmin feignant. Un bon sysadmin doit être capable d'automatiser son travail. Alors, excusez-moi, j'avais oublié le premier slide. Alors clairement, nous, au niveau de notre équipe, on a fait ce qu'il fallait. On a maintenant de la documentation digne de ce nom. On a maintenant du monitoring, bien sûr. Mais le point sur lequel on a le plus travaillé, le point qui est toujours en train d'être modifié et qui nous apporte le plus, pour nous, c'est l'automatisation. L'automatisation, on a décidé de la découper en 4 points. Excusez-moi, il y a un petit problème avec les slides. C'est pas grave, on va aller quand même. On a découpé en 4 points. L'installation d'OS, la gestion de la configuration, l'automatisation des services, et ensuite l'automatisation des tâches répétitives. Au
niveau de l'installation des OS, quand on l'a automatisé, on a décidé d'avoir un système qui soit le plus simple et le plus minimaliste possible. Le but était qu'on n'ait pas de redondance en configuration avec l'outil de gestion de config et qu'on ait un système qui soit juste, rapide et consistant. Notre but était d'avoir la machine délivrée le plus rapidement possible de manière consistante. On pourrait le définir en 3 points, le partitionnement des disques, la sélection des paquets et la déclaration de la nouvelle machine au niveau de la gestion de configuration. L'outil de gestion de configuration, justement, est devenu le composant central et critique de notre infrastructure. Il définit complètement toute notre configuration de base et la conformité de notre environnement. Ça va de l'installation des clés SSH pour les comptes admin à l'automatisation des démarrages des services, en passant par la configuration du shell. Par contre, il va plus loin que ça. Il répare les problèmes quand il les détecte, il fait le ménage quand il y en a besoin. Aujourd'hui, l'outil de gestion de configuration, c'est devenu notre meilleur ami. Une fois que la configuration de base a pu être mise en place et automatisée de manière stable et consistante, on a pu s'attaquer à la partie des services. On appelle un service tout ce qui va être utilisé directement par un utilisateur. En général, on a un niveau de service, un SLA, qui est défini. Est-ce qu'on s'est basé sur ce SLA pour automatiser, pour définir le niveau d'automatisation qu'on allait appliquer à un service? Certainement pas. On a décidé de rester consistant et de toujours appliquer la même méthode de travail. Si un service doit aller en production, il sera toujours automatisé au maximum. Les tâches répétitives, elles sont liées à un service, mais elles restent quand même décorrélées de la configuration principale du service. C'est en général des tâches opérationnelles qui vont venir au bout de plusieurs semaines, voire mois d'utilisation du service. Il faut bien garder à l'esprit qu'un service IT, en règle générale, il a plutôt des services statiques et qui ont des cycles de vie plutôt longs. Excusez-moi, je vais faire une petite pause pour boire. Donc je disais que les services étaient plutôt longs. Pour les définir, on aurait pu avoir une approche, pour définir les tâches qu'on aurait voulu automatiser ou pas, on aurait pu avoir une approche professionnelle. On se serait posé 3 questions. Combien de fois dois-je intervenir? Combien de temps me prennent ces interventions? Quelle serait la charge pour automatiser ces interventions? On aurait pu appliquer des formules décisionnelles dessus, ça aurait compilé les résultats pour nous donner une réponse. On aurait espéré que la réponse ne soit pas 42, bien sûr. Mais on a préféré avoir une approche plus pragmatique. On a pris la même échelle qu'aux urgences, l'échelle de douleur, et on s'est posé une seule question. De 0 à 10, à quel point cette tâche te fait souffrir? Tout ce qui était au-dessus de 5, on l'a automatisé. Alors, vous allez me dire, ok, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Voilà toute notre infrastructure de déploiement. Comme je n'ai pas de pointeur aujourd'hui, je vais le faire de manière un petit peu plus... voilà. Globalement, en haut à gauche, vous voyez qu'il y a un opérateur infrastructure. En bas à droite, c'est la machine qui est entrée dans son cycle de vie. On a d'un côté une personne qui va cliquer sur un bouton, un process qui dure 5 minutes, et au bout de 5 minutes, une machine est disponible. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, voilà, on a un workflow VMware qui va venir déclarer la machine, la créer, et puis la démarrer. Ensuite, notre système d'installation, comme je vous ai dit, l'installation d'OS doit rester simple. Il s'occupe de démarrer la machine, d'installer les paquets qui ont été sélectionnés. Et les 2 carrés verts que vous voyez sont des microservices internes qu'on a mis en place pour nous aider justement à déclarer de manière plus facile, de manière plus souple pour nous en tout cas,
déclarer la machine dans notre outil de gestion de configuration. Ensuite, vient le premier démarrage de la machine, et la machine va demander au serveur qui héberge l'outil de gestion de configuration, qu'est-ce que je dois appliquer? Elle applique tout ce qu'elle doit appliquer, elle respecte la conformité de notre environnement, elle se déclare automatiquement dans le monitoring, et elle commence déjà à servir les services. Si les services ont été prédéfinis, elle va déjà servir tout ce qui est nécessaire en fait au service. Effectivement, quand on parle de services qui ont des cycles de vie assez longs, on va avoir besoin de faire des modifications sur ces services. La conformité de notre environnement, elle change. On est amené à mettre à jour, on est amené à déployer de nouvelles applications, déployer de nouvelles choses dans nos configurations de base. Et ce que vous voyez là, c'est le workflow qu'un administrateur Linux doit utiliser pour déployer ça en production. C'est-à-dire que aucun service qui ne tourne en production ne doit être modifié manuellement. L'administrateur va pousser dans un repository Git qui va notifier, en fait on utilise Consul à la manière d'un publish-subscribe, comme une queue, et on va notifier en temps réel l'outil de gestion de configuration qui va venir synchroniser ces fichiers et les déployer en production de manière totalement automatique. Alors, effectivement, tout ça, ça nous donne une consistance qui est assurée. Dans les faits, le tout, on a forcément un gain de temps et de déploiement. On est passé, alors en 2010, cette fameuse procédure de 5 pages, c'était une journée entière d'installation. On est passé donc d'une journée entière d'installation à 5 minutes de déploiement complètement automatisé. Le gain de temps, vous vous en rendez compte, il est juste extraordinaire. Une journée passée à installer une machine, c'est une journée où on ne s'occupe pas de la production, on ne s'occupe pas des projets, on s'occupe juste de faire quelque chose qui au final n'a pas une grande valeur parce qu'on veut juste démarrer une machine. Tout ça évidemment a été fait avec l'assurance de la consistance. On n'a aucun souci, on sait que nos machines sont toujours déployées de la même manière. La croissance n'est plus un problème. On est passé de 100 machines à 500 machines qui hébergent des services complètement hétéroclites avec juste 2 sysadmins. Depuis 2015, on a une croissance à plus de 100 nouveaux serveurs par an. Ça ne nous pose aucun problème. Forcément, plus de consistance veut dire une meilleure stabilité, une réduction des tâches opérationnelles. Ça veut dire plus de temps pour les projets, ça veut dire plus de temps pour l'architecture. Tout le monde y trouve son compte. Au niveau de l'intégration, pour nous, il nous est maintenant facile d'intégrer des nouvelles équipes, que ce soit en Inde ou aux États-Unis. Cette année, on a intégré une nouvelle équipe niveau 1 en Inde. Aucun problème. L'année prochaine, on intégrera une nouvelle équipe aux États-Unis. On sait que tout se passera bien. Plus aucun problème pour ce qui concerne la documentation et la délégation. On est capable de déléguer les droits au niveau de notre infrastructure de déploiement et d'automatisation sans aucun souci. Le plus gros des avantages, le plus grand résultat qu'on a eu à travailler sur cette infrastructure, ça a été de gagner le respect des équipes de développement et surtout de leur management. Aujourd'hui, on participe activement avec eux à leurs projets, on les aide dans leurs choix techniques, on les aide dans les déploiements de leurs environnements de développement, on les aide à l'automatisation de leur déploiement, tout ce dont ils ont besoin pour que leur mise en prod se passe dans la joie et la bonne humeur, tout en respectant toujours nos process et nos contraintes. On est passé d'une équipe de parias à laquelle on jetait des cailloux à une équipe que l'on consulte réellement pour leurs conseils et leur expertise.
Voilà, merci. Merci pour cette présentation, une espèce de tonique plus technique parmi toutes ces présentations un peu nuageuses et théoriques. Alors, on a quand même plusieurs questions. Alors, je vais commencer par une question qui m'intéresse personnellement. Est-ce que vous êtes full Linux ou avez aussi du Windows dans l'environnement? Quand j'ai annoncé effectivement 1200 serveurs, il y en a 500 qui sont sous Linux, le reste est sous Windows. Vous faites également l'automatisation, installation et tout ça Oui. sur Windows? Oui. Très bien. Avec très d'autres bien. outils par contre. J'imagine que si. Voilà. En fait, la question qui a reçu le plus de thumbs up, c'est justement quels outils vous utilisez pour l'installation de l'OS. Pour l'installation de l'OS, alors comme vous l'avez vu, c'est Cobbler qui s'occupe uniquement et purement de l'installation de l'OS. Ensuite, la gestion de la configuration, elle se fait par Ruder. Ah, Ruder, très bien. Et finalement, pourquoi pas de immutabilité? Je pense que cela vient aussi du fait que l'on fasse tourner des services qui ont un cycle de vie relativement long et qui ne se prêtent pas forcément très bien à ça. Effectivement, si on déployait beaucoup de microservices, et c'est ce qu'on fait pour certaines installations, pour certains projets de développeurs, par contre, pour des produits purement IT, ça ne fait pas beaucoup de sens pour nous. D'accord, très bien. Bon, merci à vous. Et j'ai plus de questions en ce moment. Merci. Merci Olivier. Respect des équipes de développement, ça c'est une belle note d'espoir.